sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour tout le monde. Non mais là, je viens de réaliser quelque chose. Forcément, vous ne pouvez pas me saquer, vous qui me regardez, vu le bonjour aigu que je viens de faire. Non, mais bonjour. Voilà, dès le matin, je vous ai agressé. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on est super contents de vous retrouver dans Bel et Bien Ensemble. Vous connaissez maintenant votre rendez-vous quotidien du bien-être sur France 2. Si vous ne connaissez pas, ici, ça porte bien son nom. On est bien, on vous donne plein de bons conseils. Et à mes côtés, les meilleurs d'Europe de l'Ouest. Arnaud Loquet, Sarah Cadou, Stan Gusman et notre public des possédés du diable. Bon, moi je vous propose quelque chose, de faire la paix avec votre assiette ce matin. Comment adopter une alimentation plus intuitive, une alimentation apaisée. Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'alimentation anti-inflammatoire. Parce que quand le corps est inflammé, on a mal au ventre, on n'est pas bien, on est fatigué. Vous savez, si vous vous réveillez le matin en vous disant « je ne sais pas pourquoi, j'ai pourtant bien dormi, mais je suis pas bien, quoi ». Ben là, on vous proposez une approche simple, gourmande, facile à intégrer au quotidien qui va vous rendre mieux. D'ailleurs, Sarah, qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Tu fais l'ouverture des JO, apparemment. Mais bien sûr, c'est vous. Qu'en pensent les Français? Vous êtes allés les interroger. Bah, les Français pensent comme moi, Agathe. Ils pensent que croquer dans un oignon à jeun dès le matin, ça fait du bien. Ça me fait du bien, Tu croques jamais dans un oignon, toi? Non. Tu veux un croc? Non, merci. Comment allez-vous aujourd'hui, Véronique? Ça va bien. Ouais. Que Il fait beau. j'ai un coach sportif. Ah, waouh! Ouais. Ça va, l'odeur, ça va l'odeur? va. Sûr? Oui. Oh là là, mais les pauvres, Ouais, c'est c'est pas ça, possible. donc. Vous étiez à la Clusa, donc. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? La production ne recule devant aucune dépense. C'est le cas du bol d'être loin de votre haleine, c'est Joséphine qui est venue témoigner aujourd'hui. Alors Joséphine, vous, l'alimentation, c'est un problème, c'est-à-dire que vous êtes fatiguée depuis pas mal d'années, vous souffrez d'un eczéma sévère. Vous vous dites c'est peut-être votre corps qui tape un peu au carreau en disant qu'il en a marre. Vous ne surveillez pas forcément votre nourriture et depuis quelques années, vous vous posez la question, vous entendez les nourritures anti-inflammatoires et vous vous demandez si ce n'est pas forcément la solution à vos problèmes de peau notamment. Donc, j'espère qu'on va pouvoir vous donner les réponses. Merci d'être là, Joséphine. On va en parler, oui, parce que j'ai parlé des problèmes de fatigue, de maux de ventre, mais les problèmes de peau, ça fait partie aussi intégrante des signes qui prouvent qu'on a une nourriture très inflammatoire. Alors, si vous avez envie de témoigner comme Joséphine, si vous avez envie de partager votre expérience ou simplement de nous écrire, c'est très simple. On a nos réseaux sociaux, vous pouvez nous laisser un message, mais sachez que vraiment, on les lit tous, on vous répond à chaque fois. Sarah, je vous laisse prendre votre place, qui est celle du public. Oui, Sarah. Stan Gusman, Oui. vous avez bien réfléchi à la question. Ah Ça oui, vous a je fait pense. mal à la tête. Oui. Agathe, l'alimentation anti-inflammatoire, alors j'entends le concept. Privilégier des aliments variés, bruts, riches en antioxydants, Voilà. en lieu et place des produits ultra transformés qui irritent l'organisme, dérèglent la glycémie, favorisent le stress, la prise de poids, l'inflammation du cerveau, gna 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 gna. Sur le papier, on dit quoi? On dit oui, mais soyons honnêtes, Agathe, pour les épicuriens que nous sommes, c'est boring. Ah bah si, au menu de l'alimentation anti-inflammatoire, il y a quoi? Avocat, chia, curcuma, chou kale, quinoa, myrtille. Oh. On dirait la carte d'un brunch dans un coffee shop du 11e arrondissement de Paris. C'est vrai, la nutrition anti-inflammatoire, c'est l'assiette officielle du bobo qui paye 40 balles pour bouffer des graines. Pour moi, c'est l'inverse du kiff. Bah oui, avec l'alimentation anti-inflammatoire, où est le fromage, le beurre, le sendou, la vinasse qu'on m'apporte des oies, des faisandes, de la barbaque et qu'on ripaille jusqu'à avoir les dents du fond qui baignent. C'est ça, ma conception du bonheur par l'assiette, Agathe. Alors certes, l'alimentation anti-inflammatoire nous promet la longévité. Mais à quoi bon vivre si tu te réveilles chaque matin pour tremper ton pain d'épeautre dans ton thé matcha au lait d'avoine? Alors d'accord, ça soigne, mais entre nous, une vie sans sauce. Mais quelle idée! Mais quelle idée! Et même Marc Aurèle, le moins fun des stoïciens, n'aurait pas signé pour ça. Blague d'un télo. Vous me direz, oui, mais Stan, à force de maltraiter ton microbiote intestinal, déjà, tu mets ta santé en danger. C'est vrai. Et surtout, t'as des gaz. Et ça empeste. Alors oui, c'est vrai, vous avez raison, je pète, pardon. Et vous savez quoi? Je veux bien calmer mes intestins, mais pas au prix de ma joie de vivre. Voilà pourquoi, Agathe, je vous donne une mission ce matin. Nous prouver qu'on peut manger sainement sans renier sur la notion de plaisir. Deal? On check? Allez, check. Bon, sur Vous ce, allez voir. je vous laisse, sinon vous allez encore dire que je pue alors qu'on sait très bien que c'est Arnaud, tout le monde le sait. Bref, je compte sur vous et je vous regarde. Mon Bonne cœur émission. balance, j'irai pas chercher. Il n'est pas du tout question de manger sans sauce.
préfère encore me pendre à un câble d'accélérateur que de manger sans sauce, mais des sauces qui sont anti-inflammatoires. Stan Gusman qu'on va retrouver demain, moi je relève le défi évidemment, et au menu aujourd'hui, c'est possible, vous allez le voir, de prendre des cours de cuisine anti-inflammatoires un peu partout en France. Et ce matin, nous sommes allés assister à ceux de la chef Marianne Magnier-Moreno. Vous verrez ça dans quelques instants, vous allez apprendre plein de choses. Et si on explorait les vertus des plantes pour combattre l'inflammation? Caroline Gaillet, diététicienne et phytothérapeute, nous explique comment ces précieux alliés naturels peuvent se consommer et se retrouver dans notre assiette. Et puis j'ai bien sûr invité l'un des meilleurs spécialistes du sujet. Il est nutritionniste et endocrinologue. C'est le professeur Boris Ancel qui est avec nous et on l'accueille tout de suite. Bonjour, Merci beaucoup d'être avec nous, professeur. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans Bel et Bien Ensemble. Première question, quand on entend dire qu'il y a une nourriture inflammatoire, donc qui provoque des inflammations, on parle de quoi exactement, qu'on sache quel est le sujet du jour? Il faut comprendre ce que c'est l'inflammation et ce que sont les maladies inflammatoires. Il y a des millions de Français qui ont parfois, sans le savoir, une maladie inflammatoire. Alors, pour faire simple, certaines maladies qui finissent par « it », ça veut dire maladie inflammatoire, dermatite, bronchite chronique, des gastrites, etc., etc. Et puis, il y a certaines maladies dans lesquelles l'inflammation semble jouer un rôle important. On parle du diabète, notamment diabète de type 2. On parle de l'obésité, qui est une maladie dans laquelle il y a de l'inflammation. Et on parle aussi de la dépression, de plus en plus, comme une maladie dans laquelle l'inflammation, notamment au niveau du cerveau, est impliquée. Voilà, donc il y a plein de pistes thérapeutiques aussi qui s'ouvrent depuis qu'on s'intéresse à l'inflammation et à la nourriture anti-inflammatoire aussi. On va vous poser plein de questions dans quelques instants. Vous allez nous apprendre à faire la paix avec notre assiette, vous allez nous apprendre à améliorer notre bien-être et notre santé grâce à cette alimentation anti-inflammatoire. Et je vous le dis d'ores et déjà, contrairement à ce qu'a dit Stan, on ne va pas parler d'une nourriture de bobo, on va parler d'une nourriture qu'on apprécie. Moi, je suis une énorme gourmande, donc si je vous donne des conseils, c'est avec cette notion-là aussi. Alors, quels sont les aliments qui jouent contre nous et ceux qui vont à long terme nous aider dans notre mieux-être? On va répondre à toutes ces questions que tout le monde se pose. J'ai failli tomber 4 fois. Alors, comment va, je sais pas, le ventre de ce public? Est-ce qu'il est inflammé? Est-ce que tout va bien? Il est très inflammé. D'ailleurs, le public attend beaucoup de cette émission, Agathe. On compte j'imagine. sur vous, comme les Français que j'ai rencontrés. Regardez. Si je vous dis alimentation anti-inflammatoire, ça vous évoque quoi? Des aliments pas difficiles à digérer. Des aliments qui permettent à notre corps de se défendre. Tout ce qui va être bon pour le corps, pour la digestion, qui ne va pas venir créer des sources effectivement d'inflammation dans le corps. Quels aliments sont anti-inflammatoires selon vous? Je dirais tout ce qui est légumes, peut-être les légumineuses, tout ce qui est lentilles, etc. Je dis ça au pif, les produits laitiers. Selon vous, quels sont les bienfaits d'une alimentation anti-inflammatoire? Ça peut nous aider à lutter contre les bactéries, les virus et la fatigue. On le voit quand on mange bien, on a une meilleure peau, quand on mange gras, etc. On a plus de boutons ou d'imperfections. Vous n'avez pas bien mangé, on voit hier. Non? Si, ça va. Ah bon? Ça peut jouer le rôle d'un médicament de toute façon. Hein. Là, ça sera, on va dire, un médicament bio parce que c'est quelque chose qui est naturel. Pensez-vous que ce qu'on mange, ça peut vraiment jouer sur le moral, la fatigue ou même les douleurs que l'on ressent? Ça joue sur la santé mentale, le physique, le sommeil, tout. Ce qu'on ingère aura tendance à jouer sur le moral, sur l'état de fatigue ou l'énergie, le peps qu'on aura. On va terminer en se faisant du bien. Il paraît que l'ail se distingue également par son fort pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire. Eh bien, on va manger un peu d'ail. Allez, why not? C'est le matin comme ça, c'est pas mal. Chin chin. Hop là, allez, on lâche un croc. Oh, C'est super. Ça pique en plus. oh, ah, qui fait ça? Mais c'est bon pour la Ça santé. pique, hein? Essayez en plateau. Mais oui, c'est anti-rhume. Oui, c'est ça. Très bien, Sarah, C'est pour ça, bravo. Agathe. Merci. Et alors, elle vient d'en recroquer un autre. Hein. Bisous à vous, Joséphine, et merci d'être avec nous. Merci, Sarah, d'interroger les Français, bon, qu'on plaint quand même un tout petit peu, mais enfin là, ils nous ont donné plein d'infos. Joséphine, donc vous êtes venue témoigner ce matin parce que vous avez entendu parler de cette alimentation anti-inflammatoire. On a évoqué tout à l'heure l'eczéma que vous avez. Vous êtes dit, bon, finalement, c'est peut-être un petit peu lié. C'est quand même très handicapant dans la vie d'avoir un eczéma chronique. Et donc, la solution, elle se situe peut-être dans la façon de bien manger. Ça commence à vous trotter dans la tête?
En effet, c'est exactement ça. En fait, avant, j'avais pas forcément, de problème. Quand j'étais plus jeune, je mangeais vraiment n'importe quoi, tout ce qui me plaisait, donc c tout ce qui n'est pas bon pour la santé globalement. Et en fait, en grandissant, j'ai remarqué, même en étant, plus autonome, parce que je mangeais quand même un peu chez mes parents forcément qui relevaient le niveau, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement fatiguée. Il me fallait vraiment énormément de volonté pour faire même des toutes petites actions, dans la journée, quoi. Donc je me suis dit: «C'est pas normal à 26 ans». Surtout, donc j'ai de l'eczéma depuis jeune, mais surtout pendant mes examens. Donc il y a toujours, une «cause» entre guillemets. Là, j'avais de l'eczéma, persistant et je me suis demandé si c'était pas lié justement, à une inflammation peut-être chronique interne et liée à mon alimentation du coup. Donc j'espère que vous allez nous éclairer, sur l'alimentation anti-inflammatoire et surtout me dire s'il y a un lien entre mon eczéma et mon alimentation. C'est pas dangereux de manger de l'ail, Alors, c'est professeur? pas dangereux, sauf avant un rendez-vous galant. Voilà, Voilà. c'est tout. Je crois que ça, on peut y aller gaiement. Alors, l'eczéma chronique, est-ce que c'est une maladie inflammatoire? Est-ce que ça peut être lié à une mauvaise alimentation? D'abord, je voudrais remercier Joséphine. Ben oui. Parce que l'eczéma, c'est un sujet tabou. Souvent, les gens ont un peu honte de venir témoigner. L'alimentation n'est pas la cause de Direct. l'eczéma. Mais ça c'est n'arrange sûr. rien, j'imagine, quand même. On a certaines personnes chez lesquelles certains aliments peuvent éventuellement aggraver cet eczéma. Mais c'est une sous-population. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut consulter le dermatologue, l'allergologue et voir si dans votre cas particulier, certains aliments peuvent être la cause. Pour avoir un peu étudié l'eczéma, c'est vrai qu'il faut intégrer aussi que c'est une maladie chronique, malheureusement, et que donc, voilà, il faut trouver ce qui va vous faire aller mieux. Cela dit, moi, professeur, quand je mange trop de raclette, Ouais. qui m'arrive quand même souvent, j'ai des boutons, ils poussent toujours au même endroit. Donc, comme des petits boutons d'urticaire. Donc, on est d'accord, l'alimentation inflammatoire a quand même des conséquences sur la peau. Alors, on sait que l'alimentation, on va dire, inflammatoire, qui est aussi l'alimentation ultra transformée, qui est aussi une alimentation très riche en sel, en graisses saturées, très pauvre en fibres, ça, on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Et déjà, le fait de s'occuper de soi et de mettre en place cette alimentation plus intéressante pour notre santé, ça fait du bien au psychisme, on se sent mieux, on s'occupe de soi, on est moins stressé. Et ça, c'est au moins des mécanismes par lesquels, effectivement, une alimentation plus favorable va réduire potentiellement les poussées d'eczéma. Quels sont les aliments ennemis? Alors, les aliments dont on va limiter la consommation, ce sont d'abord les aliments ultra transformés, et cela c'est facile de les détecter. Ce sont les aliments dans lesquels, quand vous regardez la composition, eh bien, les ingrédients, vous trouvez des ingrédients que vous n'auriez pas dans votre cuisine. Ça, Donc c'est les clair. conservateurs. Les conservateurs, les additifs, les épaississants, tous les E quelque chose, la plupart, Les colorants. pas tous, mais voilà, sont des produits qui vont faire basculer l'aliment dans la case des aliments ultra transformés. Et ces aliments ultra transformés, le but du jeu, c'est vraiment d'en réduire la consommation, mais pas avoir peur de consommer une fois un produit que vous avez envie Oui. de consommer. Non mais là, attends, je pense que là, ce qu'on peut d'ores et déjà dire pour démarrer cette émission, c'est que tout est une question d'équilibre. Donc vous le dites très très bien, effectivement, les aliments très transformés, on les évite. Mais de temps en temps, on peut faire des exceptions. Professeur, il y a des périodes de la vie où une alimentation anti-inflammatoire est particulièrement intéressante. Je pense aux changements hormonaux chez la femme, à la ménopause. Est-ce que là, il faut faire particulièrement attention à ce qu'on mange? Alors, il y a deux choses qu'il faut mentionner à cette période-là. Premièrement, à la ménopause, on a un changement effectivement corporel, il y a des modifications hormonales et on a une petite inflammation qui s'installe et une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire et notamment en lien avec l'inflammation. Donc, c'est particulièrement un moment où on va faire un peu plus attention à son alimentation. C'est le bon moment pour mettre en place cette alimentation anti-inflammatoire qui, on a la chance, sont les mêmes conseils que l'alimentation méditerranéenne, que l'alimentation qu'on appelle DASH ou MIND, qui sont des modes alimentaires qui ont été évalués et dont on a la preuve aujourd'hui qu'ils diminuent l'inflammation. DASH ou MIND, vous pouvez en DASH, deux mots? c'est un mode alimentaire qui a été évalué contre l'hypertension artérielle. D'accord. C'est, on va dire, la petite sœur du régime méditerranéen. Ok. MIND, c'est un mixte entre régime méditerranéen et ce fameux régime DASH.
on y ajoute des baies, des fruits rouges qu'on peut consommer à certains moments de l'année en particulier ou bien en surgelé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 3 régimes sont des régimes anti-inflammatoires. Merci Boris Ancel. Alors on a bien compris que l'inflammation, c'est pas forcément quelque chose qu'on ressent immédiatement. C'est un phénomène qui est souvent silencieux, qui se construit dans le temps en lien avec notre mode de vie et notre alimentation, qui peut donc à la longue fragiliser profondément notre santé. On va retourner à la table, Boris Ancel, si vous le voulez bien, et on va, vous allez nous donner, si vous êtes d'accord, votre guide bien-être, des solutions pour se sentir mieux dans notre corps et aider Joséphine et nos téléspectateurs qui nous regardent. Alors, dites-nous déjà ce que c'est une alimentation anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans notre assiette? Alors, on Boris va Ancel commencer par des conseils positifs. Oui. Et qui vont faire plaisir à tout le monde. Donc, La raclette. moi, j'aime bien commencer par soit qu'on ne pense pas, ce sont les fruits oléagineux. Oh. Ouais. Vous aimez ça, J'adore, les bien amandes, les sûr. noix, Les noix du de cajou, Brésil. noix du Brésil, par exemple. Plein de Eh ben, sélénium. le repère, c'est une poignée. Une poignée, ça fait à peu près 30 grammes à 40 grammes par jour. Et puis, quand vous avez un petit creux, quand vous avez faim, eh ben, c'est le bon moyen de calmer votre faim et puis de vous faire du bien avec des fruits oléagineux non sucrés, Oui. non enrobés, sauf de temps en temps pour le plaisir, bien sûr. C'est ça. Deuxième recommandation, ça ne va pas vous surprendre, mais des fruits et des légumes. Et dans les fruits et légumes, si possible, pensez aux fruits rouges. Comment on fait quand on est en plein hiver? Alors, en plein hiver, on peut consommer des surgelés. C'est moins bon, je vous l'accorde, mais les myrtilles, les framboises surgelées contiennent tous les nutriments nécessaires pour avoir des effets bénéfiques, et notamment anti-inflammatoires. Et même au contraire, vous savez que la congélation, comme ça survient juste après la cueillette, eh bien Ça fixe les bienfaits. Exactement, les vitamines sont fixées et donc elles vont rester même Ah oui, plusieurs mois après. parsemez de petites myrtilles sauvages vos yaourts, vous C'est prenez bon, non une poignée. Bah oui, moi je le fais. Bon. Je suis vos conseils, moi, professeur. Les légumes, et là encore, on peut aller un petit peu plus loin dans la recommandation, même si tous les légumes sont intéressants. Les légumes à feuilles vertes, D'accord. qui sont C'est-à-dire particulièrement intéressants. Bah, vous prenez Cressons. exactement des crudités, donc des cressons, de la mâche, et Mhm. puis les épinards, des choux notamment. Tout ça, donc on y pense peut-être un petit peu moins, mais c'est extrêmement intéressant. Quatrième recommandation, toujours positive, c'est le poisson. Mais là, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend à droite à gauche, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Oui, on a l'impression qu'on va manger du mercure là maintenant. Plutôt que du Exactement. poisson. Alors, il faut être très clair, le poisson recommande 2 fois par semaine, c'est-à-dire à peu près 200-300 grammes par semaine, dont une fois du poisson gras. Avec ces teneurs-là, eh bien, ces quantités de poisson, on a les bénéfices potentiels du poisson sans avoir les risques. Après, évidemment, on va avoir des recommandations de limitation. Et là, on va limiter, on l'a dit, les aliments ultra transformés et les produits glucidiques très raffinés. Glucidique, c'est très sucré. Voilà, les produits blancs, quoi, les féculents blancs, les La pâtes baguette, blanches, malheureusement. voilà, au profit de produits plutôt foncés qui contiennent des fibres et des micronutriments. Voilà, alors vous avez parlé des sucres rapides, les sucres lents, riz, pâtes, ça on peut intégrer? Oui, alors, donc, je disais, série, le pâte, etc., quand c'est très blanc, c'est plutôt à limiter. Quand c'est plus noir, donc avec des fibres, les produits complets, c'est plutôt ces produits-là qu'on va favoriser. Et autant que possible, ça c'est un autre conseil, c'est de remplacer ces produits blancs par des légumineuses, légumes secs, qui sont aussi classés dans la famille des féculents. Là, on a les pois chiches, on a les haricots rouges, les lentilles. Exactement. Merci beaucoup, Boris Ancel, pour tous ces précieux conseils. J'espère que vous avez pris des notes, Joséphine. Ça doit être la base de l'alimentation, mais on a bien compris qu'on a le droit aussi, quand même, de temps en temps, de faire des exceptions. Ça, c'est chouette. Alors, vous pouvez retrouver nos guides bien-être, tous nos conseils sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous envoyer des messages, parce qu'on prend à chaque fois le temps de vous répondre, bien entendu. C'est bien la moindre des choses. Alors, on a vu que ce qu'on mettait dans notre assiette peut vraiment aider à apaiser l'inflammation, améliorer notre bien-être. Comment cuisiner une alimentation anti-inflammatoire? Arnaud, vous avez trouvé des cours de cuisine spécifiques. Et ça va vous plaire, vous m'avez bien vendu le sujet, parce que vous avez dit que dans l'émission, on voyait des recettes, et on peut même apprendre à en faire en prenant des cours de cuisine. Regardez. Un jour, notre journaliste Katia a fait goûter aux équipes des muffins à la banane absolument délicieux, sans gluten et sans produits laitiers. Ah, délicieux, ouais.
Et à ma grande surprise, cette gourmandise venait d'un livre de cuisine anti-inflammatoire réalisé par la chef Marianne Magnier-Moreno. Alors j'ai demandé à Katia d'aller la rencontrer pour comprendre comment une chef a décidé de s'investir dans la cuisine anti-inflammatoire, qu'est-ce que ça peut lui apporter dans sa vie, mais aussi dans sa façon de cuisiner. Bonjour. Bonjour Katia. Enchantée. Alors, c'est quoi ici? On cuisine sans gluten, sans laitage. Je peux participer? Avec plaisir. Je m'appelle Marianne, j'ai passé mon CAP cuisine il y a 20 ans à l'école Ferrandi. Ensuite, j'ai travaillé dans des restaurants à Paris et à New York. J'ai écrit plein de livres de cuisine. Mon éditeur m'a fait faire des livres de pâtisserie et de pâtisserie et de pâtisserie. Et en fait, j'ai commencé à avoir très mal au dos. Et c'est une ostéopathe qui m'a dit la cause est sans doute les laitages, arrêtez les laitages. En à peine une semaine, je n'avais plus mal au dos. Ça m'a ouvert un continent de liens entre alimentation et santé, pas seulement intestinale, mais santé en général. Et j'ai vu effectivement qu'on arrivait vraiment à résoudre pas mal de choses simplement en retirant le gluten et les laitages. Après avoir découvert les bienfaits de la cuisine anti-inflammatoire pour elle-même, Marianne a décidé d'en faire un livre de recettes et de proposer des cours. Aujourd'hui, elle accueille des participants déjà sensibilisés à cette alimentation. Quand j'étais enfant, j'avais très mal au ventre et les médecins ne savaient pas pourquoi. Et c'est un médecin aussi qui a dit à ma mère peut-être arrêter le lait. Et effectivement, au bout d'une semaine ou deux, j'avais plus mal au ventre non plus. Je suis passée sur un autre type d'alimentation et l'éviction des glucides a suffi pour éliminer beaucoup de douleurs. Ils sont tous en quête de nouvelles recettes pour varier les plaisirs. On va faire des poireaux cuits à la vapeur avec une sauce cacahuète et on va faire des muffins banane chocolat. C'est des muffins donc sans gluten. À la place du blé, j'utilise un mélange riz-amande en pâtisserie. Le dessert sera donc sans sucre, juste ce sera sucré naturellement par les bananes et le chocolat, pas besoin d'ajouter le moindre sucre. Et d'ailleurs, c'est quoi les ingrédients les plus importants dans la cuisine anti-inflammatoire? Pour notre construction globale, on a besoin de protéines. On a besoin de bons lipides, de bons gras. Donc l'huile d'olive, c'est la reine. Des bons légumes bio. En plus, quand ils sont bio, on peut les manger avec la peau, qui est pleine de fibres, qui est pleine de vitamines, et ça fait moins de travail. On n'a pas besoin d'éplucher. L'anti-inflammatoire, pour moi, c'est vraiment de manger une nourriture qu'on digère. Après l'effort, le réconfort d'une bonne dégustation. Le mélange au cacahuètes poireaux, c'est parfait. C'est délicieux. C'est canon. C'est vite fait et tout. Eh ben, on va pouvoir refaire. Merci beaucoup. Hein. C'est délicieux. J'adore que les gens aiment manger quelque chose de sain. La texture est dingue. Hein. C'est délicieux. On sent bien la cannelle. Oui. Ah, moi j'adore ça. Avec la banane. C'est parfait. C'est vraiment très 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 bon. Très gourmand. Et c'est la preuve que cette cuisine peut ne pas être une cuisine un peu juste pour faire des régimes. On est dans la gastronomie. Et vous allez le refaire chez vous? Ah oui, c'est sûr. Et j'aime pas tellement cuisiner, mais j'avoue que ces recettes-là me donnent envie de cuisiner. Voilà. Ce qui est hyper intéressant, c'est leur témoignage, comme on a eu ici aujourd'hui, là, avec différentes personnes qui se sentent tellement mieux. Enfin, j'entends des choses, je me dis, je devrais enregistrer, c'est tellement important. Moi, ce que j'ai devant moi tous les jours, c'est des personnes qui ont résolu leurs problèmes de migraine infernale, des problèmes d'endométriose aussi, des douleurs énormes. J'ai énormément de femmes qui viennent qui ont de l'endométriose, qui ont remarqué qu'en retirant le gluten et les laitages, leur douleur avait énormément diminué. Vraiment, c'est du vrai, c'est du vécu et je vois ça tous les jours. Mais ça peut être vraiment un panel de personnes très différentes. Pendant le reportage, d'abord Boris valide quand même tout ce qu'on a vu. Et puis on parlait des dosages dans le sang, de créatine, etc. Enfin bon, on est dans une vraiment... Et de CRP. Et de CRP, d'inflammation, etc. On est dans les thèmes de l'inflammation. Mais c'est ce que vous dites, en fait, c'est vraiment repenser sa façon de manger. Sélectionner les aliments qui nous font du bien, éviter les inflammations. Et la cuisine de Marianne, justement, ce que je trouve super, c'est qu'il n'y a pas d'injonction. Il ne faut pas tout virer d'un coup. C'est vraiment arriver à du dosage. Et puis, de temps en temps, on peut se faire une petite entorse saucisson, quoi. Oui, voilà, mais c'est avoir une alimentation anti-inflammatoire par défaut. Et pour pouvoir, justement, sortir un peu du cadre. Merci beaucoup, Arnaud. Évidemment, ça nous a donné faim, Sarah. Je crois qu'on a une question pour le professeur Boris Ancel dans le public. François. Oui. Moi, j'aimerais savoir si, lorsqu'on cuisine un aliment, il y a une façon particulière de le faire qui risquerait d'engendrer des difficultés inflammatoires. Est-ce qu'on fait des erreurs courantes dans la vie? Ah, très intéressant. Très ça. bonne question. Parce qu'on parle souvent des aliments et moins des modes de cuisson. Alors,
Pour faire simple, il y a un mode de cuisson qui provoque des composés inflammatoires. C'est quand vous avez une friture qui va rendre l'aliment légèrement brun à la surface. Les frites, par exemple, ou certaines grillades. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a à la surface, c'est ce qu'on appelle des AGE, des produits avancés de glycation. C'est un nom compliqué pour dire simplement qu'il y a une réaction chimique qui se fait entre les quelques sucres qu'il y a dans l'aliment, il y en a même dans la viande, il y en a dans les pommes de terre évidemment, avec des protéines. Et ce mélange-là, quand c'est à haute température et en l'absence d'eau, donc dans l'huile, ça va faire brunir. Et ces produits-là, qu'on appelle les produits avancés de glycation, c'est la réaction chimique, eh bien, sont délétères quand on en consomme régulièrement, et notamment c'est inflammatoire. Merci beaucoup, Boris Ancel. On a parlé donc des aliments anti-inflammatoires, de la meilleure façon de les cuisiner. J'aimerais qu'on s'intéresse aux vertus des plantes et des aromates maintenant. Ils sont complémentaires en fait à une alimentation anti-inflammatoire. Il est important de les retrouver dans nos assiettes. Et pour en parler, on reçoit Caroline Gaillet. Bonjour Caroline Gaillet, merci d'être dans Bel et Bien Ensemble. Vous êtes diététicienne et phytothérapeute. Vous êtes aussi l'autrice de ce super ouvrage. Ça s'appelle Le Grand Guide de l'herboristerie pour toute la famille aux éditions Le Duc. On a plein de questions à vous poser. On sait que les plantes sont à l'origine de nombreux médicaments. Donc ça veut dire, on le dit d'ores et déjà, qu'elles ont de gros principes actifs. Ça, c'est quelque chose qu'on doit intégrer. Certaines peuvent nous aider simplement au quotidien de façon naturelle à soutenir l'organisme face à l'inflammation. Je voudrais que vous nous parliez de la star des plantes anti-inflammatoires. Joséphine, vous avez dit que vous regardiez beaucoup les réseaux sociaux. On parle de l'ail, mais on parle aussi du curcuma. Est-ce qu'on doit en mettre dans tous nos plats? Comment est-ce qu'on l'utilise pour qu'il soit efficace? J'ai l'impression que c'est vraiment la star des aromates anti-inflammatoires. Oui, en effet, Agathe, puisqu'il contient beaucoup de curcuminoïdes et notamment la curcumine qui a montré des actions anti-inflammatoires, très antioxydantes, mais aussi une action hépatique, une action sur la circulation sanguine. Bref, il sert à beaucoup de choses. En Inde, beaucoup l'utilisent au quotidien parce que ça fait partie de leur culture culinaire. Nous, en France, il n'est pas question de l'utiliser tous les jours, tout le temps, parce que déjà, ça ne se marie pas avec tout. En tout cas, quand on l'utilise dans l'alimentation, c'est principalement sous forme de poudre. La poudre, le souci, c'est que quand vous avez déjà une problématique inflammatoire, elle ne va pas être suffisante pour jouer un vrai rôle anti-inflammatoire. Néanmoins, quand tout va bien dans votre vie et que vous voulez que ça dure, intégrer par petites touches de la poudre de curcuma dans votre alimentation, c'est bien. Pour la potentialiser, pensez toujours à un corps gras. C'est toujours bien qu'il y ait de l'huile, une vinaigrette avec, parce que ça va améliorer l'assimilation des curcuminoïdes au niveau intestinal. Et aussi y mettre un petit peu de poivre noir ou de gingembre, parce que là encore, on sait que ça potentialise son effet. En revanche, quand il y a déjà une problématique inflammatoire, la chef tout à l'heure parlait par exemple des pathologies comme l'endométriose, où là il y a beaucoup d'inflammation. Pour le cas de Joséphine aussi, là on peut se tourner vers des compléments alimentaires avec des gélules qu'on dit en extrait standardisé. Donc ce sont des extraits titrés en curcumine, où là on est sûr qu'avec une gélule, on a une quantité suffisante pour avoir vraiment une action anti-inflammatoire sur la zone du corps que l'on souhaite. Ce qui est pratique avec le curcuma, c'est que ça marche aussi bien sur les inflammations digestives, cutanées, articulaires, mais aussi viscérales. Comme, donc si on se réveille à la période de la ménopause avec des petites douleurs le matin, qu'on a du mal à se mettre en route, le curcuma peut aider. Tout à fait. Il n'y a pas d'effet secondaire? Alors, effet secondaire, il n'y en a pas. Précaution d'emploi, il y en a. Ça joue sur le foie et la vésicule biliaire. Donc, les personnes qui souffrent de litièse biliaire, les petits calculs biliaires devront faire attention. Et c'est un effet fluidifiant du sang. Donc, chez les personnes qui sont déjà sous anticoagulants, on évite. On évite. D'accord. Alors, Caroline, quand on pense à inflammation digestive ou intestinale, alors il y a les fameux ballonnements et c'est tellement fréquent, quoi. Je veux dire, surtout chez les femmes, on sent des petits inconforts. Il y a même parfois des spasmes. Alors là, moi, j'ai entendu parler de la mélisse. Est-ce que c'est une bonne piste? C'est tout à fait une bonne piste, Agathe. Alors, la mélisse, je voulais ramener ici en tisane. Donc, en tisane, c'est la feuille de la mélisse qu'on va utiliser. La mélisse, on dit souvent, c'est un goût entre une menthe et une verveine. C'est légèrement citronné, beaucoup moins qu'une verveine. C'est tout aussi digestif que la menthe. Et on dit que c'est la plante qui harmonise la relation intestin-cerveau. Professeur Ancel disait tout à l'heure que le stress majorait les problématiques inflammatoires.
Quand on est stressé dans la tête, on majore nos douleurs de ventre. On le Eh sent bien, d'ailleurs physiquement, quand on est stressé, on a des spasmes. Voilà, Tout à donc fait. c'est clairement prouvé. Et donc, quand on se boit une petite infusion de feuilles de mélisse, eh bien, on va s'apaiser dans la tête, on va être un petit peu plus zen et détendu, et on s'apaise dans le ventre. C'est Plutôt très le soir pour mieux antispasmodique. dormir, par exemple? Ça peut se boire tout au long de la journée parce que ce n'est pas sédatif, donc ça ne va pas altérer votre tonus et vous pourrez mener à bien votre journée comme vous le souhaitez. Vous pouvez, pour les gens pour qui c'est pas pratique de se faire une tisane, opter pour de l'hydrolat. L'hydrolat, je vais vous faire goûter, Agathe, vous verrez, c'est très bon. Alors là, je vous le fais goûter pur. Ça peut être pur Très bien en pour mes bouche. ballonnements, mon chou. Voilà. Merci, merci pour nous. Mais sinon, on peut la diluer Ah, dans c'est un peu bon. d'eau. C'est très doux. L'hydrolat, c'est l'eau qu'on récupère quand on fait la distillation de l'huile essentielle de mélisse. C'est pratique à utiliser parce que c'est rapide. C'est citronné. Voilà. Donc une petite cuillère à café dans un verre d'eau. En fin de repas, 1 à 3 fois par jour, quand j'ai mal au ventre et qu'en plus je suis stressée, ça peut bien m'aider. Pareil, dans les troubles de l'endormissement, c'est une plante qu'on utilise souvent. Elle aide et à bien digérer et à moins ruminer le soir. Ah, ça me plaît, ça. Tout pour moi, ça, n'est-ce pas, Sarah? Non, vous avez l'air épanoui et détendu, contrairement à moi. Pas de petit vélo. Merci, Caroline Gaillet. Alors, vous ne bougez pas, évidemment. On n'en a pas fini avec vous. Arnaud, vous nous avez préparé un petit jeu pour tordre le cou à certaines idées reçues. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. C'est l'heure de la happy thérapie dans Bel et Bien Ensemble. Alors, j'ai pris mon beau panier du marché. Boris, Caroline, je vais avoir besoin de vous parce qu'en fait, on entend plein d'idées reçues sur les aliments. Certains sont inflammatoires, alors que c'est pas vrai. L'inverse, c'est vrai aussi. Donc, on va démêler le vrai du faux tous ensemble, ok? Alors, je commence par la tomate qu'on voit ici. La tomate, comme les poivrons, provoque l'inflammation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Provoque l'inflammation? Non, c'est anti-inflammatoire. Boris, je vous laisse En répondre. fait, la tomate a un petit effet pro-inflammatoire. Ah bon? Oui, et c'est intéressant Ah, ce sur que vous nous dites, l'estomac. parce que ça montre à quel point c'est plus compliqué que ça de dire anti ou pro-inflammatoire. Parce que manger des tomates, en particulier quand c'est la saison, c'est recommandé. Il y a même des sauces extraordinaires avec de la tomate, mais biochimiquement parlant, vous pouvez avoir une petite augmentation de l'inflammation. On va passer au piment. Les aliments très épicés comme les piments auraient des propriétés anti-inflammatoires. Pourtant, on se dit que dès qu'on mange un piment, la bouche s'enflamme. Et puis, vous Mais avez des hémorroïdes, vous, à cause des c'est tomates. ça ajoute quand même, c'est quand même terrible. Merci, Ouais, Agathe. il paraît que c'est à Infini. cause de ça. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux? En fait, c'est une histoire de dosage, encore une fois, à tout petit dosage, un peu comme le gingembre. Tout ce qui pique peut avoir une action anti-inflammatoire et être bienfaiteur. Mais à haut dosage, c'est toujours quasiment irritant pour la muqueuse de l'estomac, déjà même un peu dans la bouche, et après au niveau du côlon. Donc là encore, c'est la dose qui fait le poison ou l'intérêt. Je vais faire gaffe du coup. Oui, faites attention. Le vin rouge maintenant. Alors, on dit que le vin rouge est un anti-inflammatoire. Vrai ou faux? Faux. Faux? Alors, effet anti-inflammatoire, oui. Effet protecteur contre les maladies cardiaques, non. Vous voyez, donc on a des fois des produits qui ont un petit effet pro-inflammatoire, mais qui sont bons pour la santé, et notamment cardiovasculaire, et des fois des produits qui ont un effet anti-inflammatoire et qui ne sont pas forcément bons. Et alors, ça c'est très intéressant, parce qu'on cuisine beaucoup avec l'huile de coco, et on en parle beaucoup sur les réseaux. L'huile coco serait l'huile miracle, elle serait anti-inflammatoire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai. Là, vous avez l'air vraiment Moi, j'ai vu convaincu. que ça donnait du cholestérol. Alors, faut être très simple. Il y a beaucoup de marketing sur ce sujet sur les réseaux. L'huile de coco est une huile qui est extrêmement riche en graisses saturées, qui sont effectivement des huiles qui, contrairement à ce que vous lirez partout, montent le cholestérol dans le sang et qui peut favoriser les maladies cardiovasculaires. Si je peux juste compléter, son seul intérêt quand même, c'est que cette huile de coco, elle a un point de fusion qui est très haut, ça veut dire qu'elle tolère des températures très hautes. Clairement, quand vous faites des fritures à la maison, utilisez l'huile de coco, c'est là qu'elle est bénéfique en fait. Voilà, alors, à partir du moment où on met une huile d'olive dans une poêle et qu'elle fume, Ouais, eh ben, elle devient vraiment délétère pour la santé. tout à fait. Caroline, les douleurs articulaires, elles sont souvent liées à des phénomènes inflammatoires chroniques. On les a un petit peu évoqués tout à l'heure. On sait qu'à la ménopause, par exemple, et vous l'avez confirmé, professeur, tout à l'heure, avec la baisse des oestrogènes, les articulations deviennent plus douloureuses. Je parlais du moment du matin où on a du mal à se mettre en route. Est-ce qu'il y a certaines plantes qui ont montré un intérêt particulier pour apaiser ce genre d'inflammation? Tout à fait, Agathe. Alors, en plus du curcuma dont j'ai parlé tout à l'heure, on a une autre résine qui s'appelle la résine d'encens, la boswellia, très intéressante pour jouer sur ces douleurs articulaires, douleurs aussi tendineuses, musculaires, donc chez le sportif, chez le senior, chez la personne qui a une tendinite, bursite, etc. Ça va être très bien. Une plante très connue, c'est la griffe du diable, l'Harpagophytum.
Griffe du diable. Ça fait pas envie comme ça. Elle a une forme de griffe et justement chez les gens qui ont des douleurs inflammatoires articulaires qui en plus déforment, quand je peux plus mettre mes bagues parce que mes phalanges s'épaississent trop, eh bien la griffe du diable c'est une plante qui est très bien pour ça. On en met quelques gouttes, une trentaine de gouttes dans un verre d'eau, 1 à 3 fois par jour, toujours en fin de repas parce que c'est un peu irritant pour l'estomac. Pour les gens qui seraient plutôt branchés tisane, eh bien, alors là, une plante pas du tout connue du grand public, mais je trouve que ça marche bien, je voulais vous en parler ici, c'est la scrofulaire. On le surnomme l'Harpagophytum français parce que l'Harpagophytum, c'est une plante qui est menacée, on surexploite la ressource, ça ne pousse qu'en Afrique, donc en plus, ça vient de loin. Donc pour l'impact carbone, la scrofulaire, on en a plein en France. Ça contient des arpagosides et d'autres molécules anti-inflammatoires, et lorsque vous allez boire des tisanes de scrofulaire, donc 2 à 3 tasses par jour pour que ce soit efficace. Faites au moins une dizaine de jours de cure, voire davantage. Eh bien, vous allez observer que vous allez être plus souple, moins douloureuse. Ça va bien aider. Et sinon, en gémothérapie, donc quand on utilise des petites gouttes mais qui viennent des bourgeons des plantes, c'est le bourgeon de pin. Quand il y a des problématiques articulaires et cartilagineuses, les problèmes de ménisques, de disques intervertébraux, eh bien le bourgeon de pin, il aide à régénérer les cartilages, à refaire aussi tout ce qui est tendons. Il soulage au niveau des muscles et donc petite action anti-inflammatoire et reminéralisante. Donc très intéressant à avoir recours à ces petites choses. Voilà, je précise qu'évidemment, on l'a dit, ce sont des principes actifs, mais très actifs. Donc il faut quand même peut-être consulter son médecin au cas où il y a des contre-indications. On l'a vu tout à l'heure, avec le curcuma, si vous êtes sous anticoagulant, il faut éviter. Donc, il y a souvent des petites choses à savoir comme ça. Tout est passionnant. Merci beaucoup, Caroline. Sarah? Oui, Boris, je voulais juste une petite confirmation de votre part. Après, je vous laisse tranquille, ne vous inquiétez pas. Alors moi, on m'a dit que c'était bien d'avoir dans ces placards des boîtes de sardines. Donc, j'en ai plein. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a des vertus anti-inflammatoires? Est-ce que c'est le must, en tout cas, Les des sardines aliments font partie des poissons gras. Oui. Donc, ils sont tout à fait recommandés. Dans le cas des poissons gras, je disais tout à l'heure, 100-150 grammes par semaine de poissons gras. Merci beaucoup, professeur Boris Ancel, pour votre éclairage. On va vous laisser à vos patients qui ont bien besoin de vous. Et on se retrouve très vite dans Bel et Bien ensemble. Allez, maintenant, pour vous, à la maison, on va vous donner une recette 100% anti-inflammatoire. Vous allez pouvoir la refaire à la maison. Là, à l'heure du déjeuner, c'est Héloïse Brion, notre chef, qu'on accueille. Bonjour Héloïse. Bonjour Agathe. Héloïse, alors aujourd'hui vous nous proposez une recette qui est très originale, il faut le dire, c'est à base de steak de chou. Ouais. Alors le chou, contrairement aux idées reçues, c'est un très grand anti-inflammatoire. On croit souvent que c'est pas très digeste. Bah ouais, le pauvre chou, souvent, souvent on l'accuse d'être lourd, d'être difficile à digérer, alors qu'en fait c'est vraiment rempli d'antioxydants. Il y a des composés de soufre naturel, de vitamine C, donc ça aide vraiment à réduire l'inflammation dans l'organisme. Donc je vous propose qu'on regarde les ingrédients ensemble. Du coup, en image, le déroulé. Donc on va vouloir couper justement des grandes tranches de chou. Et on va s'amuser, du coup, alors on prépare aussi une échalote. Donc ça, on voit là. L'échalote, un petit peu de gingembre, donc à doser selon chacun. Ça, on va les faire revenir. Voilà. Le gingembre, on le met après, on le fait pas revenir? Moi, je le mets un petit peu après pour que ça revienne un tout petit peu. Et on rajoute la coriandre moulue avec tout ça. Et ça va être... Ensuite, on fait un petit peu cuire. Et puis, ça va être pour nos lentilles. Moi, les lentilles, j'aime bien les cuire un petit peu al dente, puisqu'ensuite, on les remet justement un petit peu à la poêle pour qu'elles s'imprègnent bien des différentes saveurs. Là, on coupe du coup un petit peu de persil, du citron, et c'est pour faire notre vinaigrette avec du tahini. Tahini, c'est bien un peu de le rallonger avec un petit peu d'eau tiède aussi pour l'assouplir un petit peu. Oui, en fait, on le met liquide comme on veut. On met liquide comme on veut et on peut ajuster, mais avec un peu d'eau tiède, ça marche très bien. Les zestes de citron, là, ça me plaît. Des zestes de citron bio, évidemment. Bien sûr. Et ensuite, du coup, et on met le chou. Le chou qui a eu un petit peu, du coup, qui a été badigeonné de curcuma, de paprika et d'huile d'olive. Et on rajoute quelques graines de sésame. C'est tout simple et c'est délicieux, quoi. Voilà. Alors là, on est vraiment dans la cuisine méditerranéenne. Hein. Voilà. Et du persil pour la vitamine C aussi. On sort de chez le fleuriste. On a une fleur. C'est une fleur. Merci beaucoup Héloïse Brion. Je peux vous dire que je vais goûter ça, ça sent tellement bon, mais je ne vais pas terminer l'émission la bouche pleine, donc je le ferai pendant le générique. Bel et bien ensemble, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain matin avec Arnaud et Sarah, bien entendu. Et d'ici là, portez-vous bien, bien sûr. Bonne journée sur France 2.